Bonjour! Aujourd'hui, je vais faire un peu de rangement parce qu'il me faut de la place pour stocker des plaques pour l'isolation extérieure des murs. Bon, ok, on en parle tout de suite. Ma dent. En fait, ça fait longtemps qu'elle est cassée, mais j'ai eu un petit problème de tuyau. Un petit coup et c'est parti. Bon, c'est pas très grave. Le seul truc, c'est que mon dentiste est en vacances, donc il va falloir vous habituer. Il paraît que ça me donne un genre. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo parce que il y a un gros problème avec les matériaux en ce moment. Le problème a commencé avec le bois de charpente. J'avais prévu certains types de bois, pour les longues grines entre autres, certaines sections, mais tout ça n'est pas disponible. Donc il a fallu que j'identifie ce qu'il y avait, dans quelle dimension, pour revoir mon dessin. L'isolation, c'est exactement pareil. Je voulais de la laine de bois. Ça m'a obligé à creuser le sujet des isolants biosourcés. Je voulais pas sortir de là, mais en réalité, il y en a plein. Dès que ça vient de l'étranger, c'est vraiment très compliqué. Même les ressources qui se trouvent en France peuvent être compliquées à trouver. Le bois de charpente, il vient du Jura, c'est ça? Et pourtant, on n'a pas ce qu'on veut. Parce que les Américains nous veulent tout, il paraît. Alors, la liste est longue, ça s'arrête pas là. Les fenêtres, par exemple. Je voulais en acheter des pas chères, correctes, parce que c'est pour la tiny house, c'est pas pour ma future maison. Il y a des délais. Et en plus, la qualité est très médiocre. Donc, j'ai décidé de les faire moi-même, finalement. C'était mon idée de départ. Mais comme j'en ai jamais fait, j'ai eu un petit peu peur. Et vous savez où j'ai trouvé le bois? Au Portugal. Ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook le savent déjà, puisque je partage tout ça dans mes stories. Je suis allée chercher 3 châtaigniers que j'avais fait découper il y a au moins 8 ans. C'est très sec, mais c'est la première fois que je fais sécher du bois. Donc le résultat est pas terrible, mais vu l'épaisseur, je pense que j'ai largement de quoi faire. Et si c'est pas le cas, j'ai pas tout pris, hein. Il me reste au moins le double, alors j'ai plus qu'à y retourner et recharger la camionnette. Sur ma précédente vidéo, je mettais des cailloux sur l'emplacement de la tiny house et un lit de cailloux plus fin par-dessus pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, compte tenu qu'il pleut un petit peu dans le coin. Il y a quelques semaines, j'ai acheté des outils aux enchères et il y avait un lot de 2 dameuses. Vous savez, des jumping jacks. À côté de moi, c'est Mathis. Il est venu me donner un coup de main pendant le week-end. Ni lui ni moi ne savons utiliser cette machine. C'est la première fois qu'on s'en sert. Comme vous voyez, elle tient debout toute seule. Il n'y a pas une grosse force à faire, il y a juste à la guider. Elle-même, elle est assez lourde, mais en réalité, ça se manie très très bien. Je m'entraîne un petit peu sur la terre, puis je passe au caillou. Ça se passe très bien. C'est un bon entraînement pour le jour où je ferai les allées. En gros, je m'y prendrai pareil, sauf que je nivellerai beaucoup mieux. Ça ne se tasse pas de façon uniforme. Il suffit de rajouter là où c'est un peu plus bas et de tasser à nouveau. Ici, c'est pas une allée. On ne verra le gravier que 1 mètre tout autour de la tiny house. Si c'est pas super droit, c'est pas très important. C'est aussi Mathis qui m'a aidé à rentrer le bois de charpente. Il y en a un gros paquet. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de me livrer derrière la haie. Maintenant que les conteneurs sont très très loin, c'est tout un boulot de rentrer tout ça. Et certains morceaux sont impossibles à manier tout seul. C'est à ce moment-là que je comprends qu'on s'est trompé dans la longueur des longues grines. On me les a livrés 1 mètre trop court. Ça veut dire qu'on ne pourra pas construire le plancher tout de suite. C'est pas grave, les sabots n'arriveront que quelques semaines plus tard. De toute façon, il aurait fallu attendre. L'OSB, c'est moi qui l'ai rentré toute seule. Et en tout, ça fait déjà beaucoup de bois. C'est juste pour une tiny house. Comme quoi, il faut prévoir une grosse surface de stockage quand on fait des travaux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à la base, j'étais censée commencer la tiny house en février. Et en fait, j'ai commencé fin juillet. J'apprends beaucoup en ce moment, entre autres que les choses ne dépendent pas que de moi. Allez, on attaque les travaux. Et on commence par percer les platines des technopieux. On a commencé par cette platine et on a fait comme
tout le monde s'accorde à le dire, c'est-à-dire on a commencé par un petit diamètre, on a percé, et ensuite on a agrandi avec des diamètres plus grands, avec mon super coffret d'IAG. C'est un coffret HSS avec 5% de cobalt, donc ça déchire, ça chauffe même pas, c'est assez impressionnant. Le problème, c'est que j'ai pas le bon diamètre, donc je suis allé en acheter HSS tout court, pas de cobalt. Donc on va voir la différence. À chaque nouveau diamètre, ça mordait tellement, donc c'était dangereux. La solution qui a marché pour nous, ça a été de percer d'abord avec un petit diamètre, juste de quoi dégager la pointe du forêt. Cette partie-là prenait trop de temps. Une fois que la pointe est dégagée, ça va beaucoup plus vite. Et là, on a attaqué directement avec le diamètre de 16. Bon, il y avait toujours ce problème de copeaux à la toute fin, mais Julien a pris son mal en patience. Vous l'avez reconnu? C'est Julien Fischer. Lui aussi, il a une chaîne YouTube, Récup Project, et il est sur Instagram. Si vous le connaissez pas, allez jeter un œil à ce qu'il fait, c'est pas mal du tout. Ici, je m'apprête à couper les longrines. Comme elles sont plus épaisses que la profondeur de coupe de ma scie circulaire, je vais devoir les couper en 2 fois. Le bois de construction n'est pas parfaitement d'équerre. Ça n'est pas bien grave si mes traits de coupe ne tombent pas parfaitement en face. En revanche, assurez-vous que les extrémités sont bien perpendiculaires aux côtés. Et voilà, notre première pierre à l'édifice. Enfin! Évidemment, on essaye de l'ajuster, même si c'est pas la peine, c'est beaucoup trop tôt. Quand on fait un truc pour la première fois, c'est pas un défaut d'en faire trop. Quand on pose l'autre côté, on se rend tout de suite compte que ça n'est pas du tout équilibré. Et c'est pas parce que le bois est incurvé. Cela dit, quand on mesure avec le niveau, qu'on penche d'un côté ou de l'autre, appuie complètement, ça reste dans la tolérance. Donc, tout va bien. De l'autre côté aussi, c'est parfaitement niveau, sauf que mon image est floue. Et puis, histoire de se rassurer, on positionne les longrines au bon endroit, à la bonne distance, et on vérifie que c'est bien partout comme il faut. Les platines ne dépassent pas trop, elles sont pas trop à l'intérieur non plus. Ensuite, on apporte une solive pour se rendre compte de la marge qu'on a de chaque côté. Pour éviter d'avoir de mauvaises surprises lors de la pose, on va couper un peu des 2 côtés. Donc 55 à partir de là. Ici, on met des repères pour positionner les sabots à la bonne distance sur les longrines. Puis vient la longue réflexion où on se demande comment les positionner correctement. Parce qu'un sabot, c'est un U qui n'est même pas rigide. En plus, ceux-là font 1 mm de plus que les solives. On a de la chance, les premières chutes qu'on fait font partie des plus larges, alors on s'en sert comme repère pour positionner chacun des sabots. J'utilise 2 types de sabots, les sabots à ailerette sur les côtés et des sabots à ailerette à l'intérieur pour les solives aux extrémités. Les ailerettes sur les côtés ont des petites pointes qui permettent de les maintenir en place très rapidement. C'est bien sympa, mais c'est vraiment pas facile de les positionner avec précision. N'oubliez pas, la charpente, c'est pas de la menuiserie. On n'est pas au millimètre près. Gardez ça en tête et ça vous facilitera la vie. Surtout, ne prenez pas que des sabots à ailerette à l'intérieur en pensant que ce sera plus simple. Ils sont beaucoup plus difficiles à clouer, à moins que vous n'ayez eu la bonne idée de vous acheter un cloueur spécial sabot de charpente. Il vous permet de bien viser dans les trous. Vous vous rendez compte du nombre de trous qu'il y a par sabot? Chacun doit être utilisé. 22 pointes annelées sur les solives et 12 sur les longrines. Merci Julien de m'avoir aidé sur cette tâche longue et pénible. Parce que des pointes annelées, c'est pas facile à enfoncer. Alors faites attention aux nœuds. Dès que vous voyez qu'il y en a un qui tombe à l'emplacement d'un clou, faites un pré-trou. Devoir l'enlever, c'est un cauchemar. Pour l'instant, par sécurité, on ne met que 2 pointes par sabot. On va faire un test à blanc pour voir ce que ça donne. On met les 2 longrines des extrémités parce qu'elles ont été coupées plus courtes à cause des ailerettes à l'intérieur et de l'épaisseur de la tête des clous. Et on en met 2 autres juste à côté pour s'assurer que tout ça sera bien ajusté.
Bon, c'est très difficile de mettre tout ça en place juste avec la force de nos bras. Et puis comme j'ai pas de serre-joint suffisamment long, nous allons faire une savante combinaison de 4 serre-joints à chaque extrémité pour réussir à rapprocher les morceaux. Ouais, donc en fait il faudrait serrer au milieu. On observe bien le résultat, on vérifie les diagonales. 605. Tout est parfait. Impec. Julien trace des repères pour l'emplacement des tire-fonds. Et pendant que je fais les pré-trous, il commence la première étape du clouage. C'est long, ça n'en finit pas. Tous les liens des outils et matériaux que j'utilise pour la construction sont dans la description. On met les tire-fonds en place en ne les serrant qu'à moitié. On remet les serre-joints pour clouer 2 pointes de chaque côté sur les solives des extrémités. Une fois les sabots cloués sur les longrines, on se dit qu'on a fait le plus dur. Eh ben non, pour les autres, il y a beaucoup moins d'espace pour balancer le marteau, du moins d'un côté. Sans élan, clouer, c'est pire. Voilà ce qu'on arrive à faire au bout d'une journée de travail. Je peux vous assurer qu'on était rincés. Et pourtant, le lendemain, on y retourne. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il faut que j'avance sur le chantier. C'est tout un nouveau timing maintenant que je dois adopter. Et je peux pas passer trop de temps à monter des vidéos. Alors, à la prochaine!